Bonjour et bienvenue sur Terre d'asphalte. Lors de ce numéro, nous essaierons la Seat Ibiza Cupra, la Mercedes classe E et la Citroën DS3 Cabrio. Sur deux roues, nous testerons la KTM Adventure 1190 et la Yamaha FZ8. Nous découvrirons également le passé sportif de Skoda à Rétromobile, les nouveaux moteurs de la Fiat 500L et le Mercedes Citan, sans oublier les actus du moment. Et pour commencer cette émission, nous sommes chez Peugeot pour parler du 2008 qui sera prochainement présenté à Genève. Alors pour nous en parler plus avant, nous avons ici même la chef de produit Agnès Tesson. Agnès Tesson, bonjour. Bonjour. 208 a une cible assez féminine, on peut le dire. Concernant 2008, son look cible-t-il particulièrement les femmes? 2008, elle cible d'abord les familles, donc c'est une voiture familiale. Et quand on dit les familles, forcément, un des principaux décisionnaires sur le choix de la voiture sera la femme. Donc effectivement, le look de la voiture est amené à séduire les hommes et les femmes chefs de famille. Le petit volant donnait à la 208 une touche sportive, on peut le dire. Qu'en est-il sur le 2008 de l'ambiance à bord et de la position de conduite? 2008, c'est d'abord la confirmation de la stratégie de la marque en matière de poste de conduite. On confirme avec 2008 que le petit volant, le combiné tête haute et l'écran tactile font partie du nouvel univers de conduite de la marque et procurent des sensations particulières. Qu'est-ce que ça nous donne sur 2008? 2008, c'est une voiture légèrement rehaussée, c'est un crossover. Le petit volant sur 2008, c'est une sensation de compacité, on fait corps avec la voiture, elle devient très facile à conduire, sans stress. Donc c'est un véritable atout dans l'univers des crossovers. Et quel sera le volume de chargement du véhicule? Alors, c'était important pour nous d'amener des prestations au moins au niveau de ce qu'on avait jusqu'à présent sur nos silhouettes SW. Donc on arrive avec une voiture avec un plus grand coffre encore, 360 litres, qui en version plancher plat, puisque avec la modularité nous avons un plancher totalement plat, amène à environ 1200 litres de chargement. Que peut-on dire à ce jour sur le lancement de 2008? Eh bien, après sa présentation en première mondiale à Genève, elle arrivera assez rapidement dans les concessions au printemps, et ce, dans la quasi-totalité de ses versions. Alors, est-ce que le 2008 a des ambitions mondiales? Oui, des ambitions mondiales, et ça, dès l'origine du projet. C'est une grande nouveauté, enfin en tout cas à ce niveau d'intégration, c'est une grande nouveauté avec 2008, puisque la voiture a été conçue dès le départ pour être fabriquée en France, pour servir la totalité du monde, hormis la Chine, où elle est également fabriquée pour le marché chinois, et le Brésil, où on fabrique pour le marché brésilien et argentin. Merci Agnès. Merci à vous. Eh bien, nous continuons avec les nouveautés françaises du salon, avec le Renault Captur. Mais avant cela, la Seat Ibiza monte le ton avec sa déclinaison sportive, l'Ibiza Cupra. La Seat Ibiza s'est offert une cure de jouvence en 2012 avec un nouveau style. L'heure est maintenant venue de travailler plus en profondeur les motorisations de l'auto et de gagner en sportivité. L'Ibiza devient ainsi une Seat Ibiza Cupra. Au programme, un moteur TSI de 180 chevaux, une boîte DSG à 7 rapports et de nouvelles spécificités du châssis. Faisons plus ample connaissance avec le modèle pour voir s'il tient ses promesses. En toute logique, l'aspect de l'auto évolue également pour mieux exprimer son caractère. La Cupra arbore un bouclier plus musclé, ainsi que de petites ouvertures disposées comme des pointillés horizontaux soulignant la calandre. Celle-ci est ornée du logo Seat et d'un badge spécifique à la Cupra qu'on retrouvera également à l'arrière et à l'intérieur. Les phares bixénon au dessin trapézoïdal intègrent des feux diurnes à LED à la signature visuelle parfaitement identifiable. Le noir des antibrouillards est plus important que sur le modèle standard et fait écho à des éléments semblables à la base du bouclier arrière. Sur le haillon, le nom de Ibiza laisse sa place à celui de Cupra. Les feux arrière à LED n'évoluent pas, tout comme le béquet dans le prolongement du toit. Ce qui diffère, c'est la sortie d'échappement trapézoïdale qui ne dissimule malheureusement pas les deux petites sorties rondes. De profil, la Cupra se distingue par des vitres arrière surteintées de série, des coques de rétroviseur noirs et ses jantes 17 pouces qui protègent les étriers de freins rouges.
À l'intérieur, le style se veut plus sportif sans pour autant être radical. Le volant 3 branches est gainé de cuir avec des surpiqûres grises et juste derrière se trouvent les petites palettes qui commandent la boîte. La sellerie, cuir ou tissu, est biton noir et gris clair. Ces teintes se retrouvent dans les contreportes. Si la console centrale est un peu austère, la Cupra est en revanche équipée de séries du système amovible d'information qui intègre la navigation, la téléphonie Bluetooth, le streaming audio ainsi que des informations propres à la voiture. Au printemps, on verra arriver sur ce système l'accès à Internet ainsi que d'autres fonctionnalités. Sous le capot de cette Seat Ibiza Cupra se trouve le 4 cylindres en ligne 1,4 litre TSI de 180 chevaux accouplé à une boîte automatique DSG à 7 rapports. Ce moteur associe un compresseur pour les bas régimes et un turbocompresseur pour les hauts régimes de façon à toujours répondre au mieux aux sollicitations du conducteur. Les deux travaillant de concert à partir de 3500 tours minute. À la conduite, la Cupra offre deux facettes. Très souple et discrète en ville, elle se conduit comme n'importe quelle autre Ibiza. Elle se distingue essentiellement par son couple bien présent dès 2000 tours minute, qui facilite les changements de fil dans un trafic un peu chargé. À ce régime, la sonorité de l'échappement spécifique à ce modèle n'est que peu présente. En conduite plus sportive, la vivacité est au rendez-vous, avec de franches montées en régime pour peu que l'on maintienne le moteur au-delà de 4000 tours minute. La sonorité est bien présente dans l'habitacle mais n'exprime étonnamment pas tellement la voix d'un moteur essence rageur lorsqu'on va titiller la zone rouge. Le mode sport de la boîte est très réactif et permet de tirer au maximum sur les relances dans les enchaînements de virages. Le guidage est de bonne facture, mais la consistance de la direction semble un peu légère pour bien ressentir les appuis en courbe. Le différentiel autobloquant électronique installé sur cette Cupra permet d'être assez incisif et d'accélérer tôt malgré un très léger effet de couple ressenti dans certaines situations. On regrette la petitesse des palettes, pas toujours facile à attraper dans les virages serrés. Mais la réponse de la boîte est rapide à la montée comme à la descente et autorise d'imprimer un bon rythme sans difficulté. On apprécie l'effort fait par Seat pour que sa nouvelle Cupra soit plus confortable avec un travail spécifique sur les suspensions pour allier confort et dynamisme. La nouvelle Seat Ibiza Cupra met l'accent sur un certain plaisir de conduite. De ce point de vue, la recette fonctionne parfaitement. Le seul bémol est la consommation plus proche des 9,5 litres au 100 km, mais on n'a rien sans rien. L'Ibiza Cupra est disponible à partir de 21 950 €. Retour sur nos avant-premières de Genève avec le Renault Captur que nous présente Lorenz van den Acker. Le Renault Captur, en fait, comme projet, elle est née en 2009. On a trouvé qu'il y a un nouveau segment, le segment B Cross, qui était un segment en train de croître et on voulait absolument être présent dès le début. En même temps, on a créé une concept car Renault Captur pour chercher un peu la voie et je pense que les deux ensemble, ils ont créé une nouvelle direction pour Renault, naturellement qui marche bien avec la nouvelle identité, qui marche bien avec l'idée de faire des voitures beaucoup plus émotionnelles, beaucoup plus sensuelles. Et je pense qu'avec Renault Captur, on a vraiment une voiture neuve dans un nouveau segment. C'est super excitant, ça ne se passe pas tous les jours. C'est vrai que l'extérieur et l'intérieur, il faut absolument créer une harmonie. Même si l'extérieur, il faut justement séduire, il faut vivre avec un intérieur. Alors, les demandes sont un peu différentes. Mais l'équipe intérieure, il travaille très proche à l'équipe extérieure. On a naturellement des demandes qui sont un peu différentes. Il faut que la voiture soit spacieuse, il faut que tout est très ergonomique. On profite de tout ce qu'on a déjà appris avec Clio 4. Alors on retrouve les mêmes éléments, le totem avec l'écran tactile Airlink. On a cette fois beaucoup plus d'aménagement, une flexibilité inédite. Alors on pense vraiment d'avoir créé l'intérieur d'une monospace avec l'extérieur tendance jeune d'une crossover.
Renault, c'est une marque humaine, alors je voulais absolument communiquer ce fait-là en faisant des voitures émotionnelles, sensuelles, chaleureuses, parce que Renault, c'est quand même une marque latine, et c'est la raison pour laquelle on trouve des formes très sensuelles, même un peu plus musclées sur cette voiture, la Captur. On retrouve aussi la couleur orange, c'est la deuxième voiture dans la Marguerite, la cycle de la vie, le pétale Explore. Alors c'est vraiment, ça donne un caractère et un esprit à cette voiture. Et finalement, je pense que la nouvelle identité avec le losange bien fier, bien grand, bien confiant, ce sont les éléments qu'on va retrouver sur toute la gamme de Renault. Premier essai moto de ce numéro avec la KTM Adventure 1190. Malmenée par des modèles concurrents plus récents, la KTM Adventure n'était plus vraiment au sommet de sa catégorie. Alors pour 2013, la marque change tout. Nouveau bicylindre, nouvelle partie cycle, nouvelles aides électroniques et nouveaux équipements. La tout-terrain se métamorphose afin de devenir plus apte au long voyage sur l'asphalte. Reste à savoir si ces changements radicaux respectent l'essence de la KTM avec des machines au tempérament explosif. Moins haute et plus large que sa devancière, l'Adventure 1190 se veut plus voyageuse et moins typée rallye raid. L'important réservoir de 23 litres protège bien et se maintient aisément avec les jambes pour rouler debout. On retrouve la forme verticale de l'optique, maintenant soulignée par un feu diurne à LED, technologie également utilisée dans le feu arrière. Le pare-brise se règle manuellement en hauteur et en profondeur sur la position la plus haute. Sa protection est correcte avec un pilote de 1,80 m, même si elle manque un petit peu de largeur. La manipulation devra par contre se faire à l'arrêt, les deux mains étant nécessaires. On regrette la disparition du petit vide-poche au sommet du réservoir qui permettait de laisser un objet de type grand portefeuille. L'afficheur numérique est parfaitement lisible et très complet. En plus de toutes les informations propres aux aides électroniques, on trouve l'heure, la température ambiante et enfin une jauge de carburant. On retrouve sur l'écran LCD gauche les réglages de l'amortisseur, de la précharge et du mode de conduite. Enfin, à l'arrière de la moto, un porte-paquet et des supports valises sont installés d'origine. Le moteur qui anime la nouvelle Adventure 1190 est le bicylindre de 1195 cm3 de la RC8R, adapté pour répondre à sa nouvelle vocation d'aventurier. Le LC8 conserve tout de même 150 chevaux sur ce trail qui apporte de la souplesse avec un double allumage et une commande des gaz électronique. Différentes cartographies permettent d'exploiter le moteur tout en réduisant la consommation. La boîte est elle aussi adaptée avec un premier apport plus court pour aider la conduite à allure lente. Pour les mauvais revêtements ou les terrains glissants, l'embrayage est équipé d'un anti-dribble pour faciliter la maîtrise de l'important couple. Le châssis change pour un cadre treillis de 9,8 kg, un bras oscillant en alu, une fourche et un amortisseur réglables, une roue avant de 19 pouces et une roue arrière de 17 pouces. L'électronique ne se contente plus de l'ABS désormais combiné avant-arrière, elle offre les différents modes de conduite et le contrôle de traction, ainsi qu'en option le pré-réglage de l'amortissement. Le caractère de la nouvelle Adventure 1190 se dévoile rapidement. Certes moins rugueux aux alentours des 3000 tours par minute, il faut augmenter la cadence pour trouver toute sa tonicité. Il ne rechigne pas à se maintenir au-delà des 6000 tours par minute, et se montre bien plus vivant dans cette plage d'utilisation. Le bicylindre de la 1190 est davantage destiné au tourisme, et s'avère assez docile à mi-régime. La transition entre les deux mondes est toutefois plus lissée que dans les blocs connus jusqu'à présent chez KTM. Le côté explosif est estompé, même les deux modes sport et route, au ressenti assez proche, ne changent pas grand-chose. Le contrôle de traction déconnectable intervient un peu moins en mode sport, mais se fait toujours remarquer notamment en sortie de courbe. Étonnamment, on trouve un mode et un contrôle de traction pour le tout-terrain, mais pas d'amortissement correspondant. L'ABS peut pour sa part être off-road, ce qui permet de bloquer la roue arrière pour faire pivoter la machine, ou plus simplement, de faire patiner la roue dans les grandes courbes. Le frein avant semble avoir peu de mordant, mais le résultat est efficace et l'intervention de l'ABS s'est montrée discrète. Le frein arrière est automatiquement activé lorsqu'on tire le levier pour l'avant.
C'est pratique, mais n'empêche pas d'importantes variations d'assiette en montagne sur les freinages appuyés et les relances franches. Sur de nombreux critères, la nouvelle Adventure 1190 se place entre la SMT et l'ancienne Adventure 990, plus orientée tout-terrain. Les fans de la marque seront sûrement étonnés, à l'inverse des nouveaux clients. Face à la référence du segment qu'est la BMW R1200 GS, il ne lui manque finalement qu'un cardan et des suspensions actives pour rivaliser tout en offrant un caractère très différent. La KTM garde l'avantage du prix qui débute à 13 990 €. Il faudra ajouter 1 000 € pour les suspensions réglables électroniquement et le contrôle de la pression des pneus. À Rétromobile, Skoda nous a ouvert les portes de son passé sportif, à découvrir immédiatement. Comme chaque année, Rétromobile 2013 a été l'occasion de faire un voyage dans le temps. Des associations ainsi que les principaux constructeurs mettent en avant le patrimoine automobile pour le plus grand bonheur des amateurs de véhicules anciens. Skoda a de nouveau joué le jeu en amenant quelques voitures de sport rares en provenance directe de leur musée. Et nous commençons par la découverte de la Skoda 130 RS et de sa motorisation. Un petit 4 cylindrés 1300 cm3 qui fait quand même 140 chevaux. La voiture pèse pas tout à fait 800 kg. La voiture a couru dans les années 70 à partir de 75 jusqu'au 1980 sur les différents rallyes en Angleterre, Lombard Rally ou bien en Italie comme je viens de le dire. Johnny Hongland, un fameux coureur norvégien, a couru avec, sinon à part ça, en 1977, les coureurs Zapadlo et Blahna gagnent le rallye de Monte Carlo de sa catégorie. Ce Spider-là est de 1973, on en a fait seulement 3. Le dernier a été fait en 1975. Le moteur dessus, c'est un 1500. Le dernier moteur avait 1800 cm3, 140 chevaux, le poids pas tout à fait 800 kg comme la voiture précédente. Cette voiture était pour le circuit en République tchèque, surtout le circuit de Brünn qui est très connu dans l'automobile en Europe. Sous l'Ancien Régime, malheureusement, la voiture n'avait pas le droit de sortir, donc elle gagnait pratiquement tout ce qu'il y avait à rouler dans le pays. Formule 3000 avec un petit moteur de 1 litre sur la base de la Skoda 1000 MB. La voiture était assez légère, c'est pour ça que sa vitesse pouvait atteindre jusqu'aux 200 km à l'heure. Le chef constructeur, l'ingénieur Power, on n'a fait pas tout à fait 30. Comme la voiture précédente, la voiture était seulement pour des circuits en République tchèque de l'époque. On parle maintenant des débuts des années 60-70. Les actus et brefs du moment, c'est maintenant. Avant Genève, l'Alfa Romeo 4C se dévoile au travers de 2 images, et pas une de plus. C'est peu, mais l'attente n'est plus très longue pour tout voir et tout savoir. Alors que nous venons juste d'essayer la classe E AMG, Mercedes dévoile sa classe A45 AMG. La compacte va faire une cure de vitamines et disposera de 360 chevaux sous le capot. Elle ne demandera que 4,6 secondes pour abattre le 0 à 100. Tout cela à tester très prochainement. En attendant, voici les premières images. Chez Opel, la petite Adam a été faire un tour dans la stratosphère.
Il ne s'agissait pas d'envoyer un modèle réel, mais une représentation rappelant la plaque de Pioneer 10. Le ballon météo transportant le message et invitant des extraterrestres à venir essayer la citadine sera revenu sur Terre rapidement. Mais cela offre tout de même des images bien agréables. Pour le 4L Trophy 2013, l'équipage 2091 a eu l'idée de mettre à rude épreuve son carrossier partenaire avant le départ. Cela a également permis de tester l'acoustique de l'auto de façon originale. On vous rassure, quand la 4L a pris le chemin des épreuves, seule la route était bosselée. Sa carrosserie a retrouvé son état d'antan. Berline et sportive, telle la Mercedes classe E dans sa finition AMG, à l'essai dans Terre d'asphalte. La berline classe E de Mercedes nous revient en ce début 2013 dans une version revue et corrigée. Après le lancement couronné de succès de la classe A, la marque à l'étoile va-t-elle poursuivre sa réussite au détriment de ses concurrents directs, Audi et BMW? Ici, il n'a pas été question de tout remettre à plat. La nouvelle classe E semble assez traditionnelle et conserve les grands traits de sa devancière. On remarquera de nouvelles optiques modernisées intégrant des guides lumineux. Les feux arrière subissent la même métamorphose pour être en phase avec leur époque. A noter sur notre finition dite avant-garde, une calandre simplifiée et très élégante. Ceux trouvant la version classique à 3 barrettes plus statutaire pourront tout de même la choisir au catalogue. À bord, de petites retouches ont lieu comme sur les aérateurs par exemple. On ne peut que louer l'assemblage et le choix des matériaux. Le bois mat de notre version change des imitations vernies que l'on trouve trop souvent. La classe E ne fait pas de compromis sur son standing. L'auto évolue surtout du point de vue de la sécurité. L'électronique embarquée est omniprésente. L'auto est bardée de capteurs et peut analyser bien des situations. Comme d'autres modèles, elle sait prévoir les freinages d'urgence et respecter seules les distances de sécurité. En ville, elle anticipera un choc arrière et ajustera automatiquement la pression des freins pour limiter dégâts et risques corporels. Elle dispose également d'un système de caméra simulant une vue aérienne et permettant de mieux réussir des manœuvres délicates. Lorsque vous rejoindrez le réseau routier, elle saura vous remettre automatiquement sur le droit chemin si vous quittez l'axe des lignes blanches lors d'un endormissement par exemple. Mais normalement, l'auto vous aura prévenu avant qu'une pause s'impose. Une bien belle auto que cette classe E. Mais nous ne pouvions nous arrêter à cette version alors qu'il en reste une essentielle à essayer. Mercedes renouvelle sa classe E. Aujourd'hui, nous prenons le volant de sa version la plus véloce, baptisée E63 SAMG, vendue par Mercedes comme la berline d'affaires la plus puissante du monde. AMG, c'est la sportivité absolue selon Mercedes. Pourtant de l'extérieur, la bête ne fait pas dans le m'as-tu vu. Cette déclinaison se part avant tout d'une nouvelle calandre où les barres horizontales se rapprochent au point de ne faire presque qu'une. Toute la partie inférieure est également retravaillée, l'ensemble est plus dynamique, sans renier l'esprit de base de la berline. Mais surtout, l'œil sera attiré par les étriers de frein bien visibles. Les touches de carbone sont également nombreuses et se retrouvent jusque sur les rétroviseurs ou l'aileron arrière. À bord, on reste dans une ambiance plus business que sportive. Pourtant, on remarque vite que le bois cède sa place au carbone. Sur la console centrale, une touche AMG fait son apparition.
Et face à vous, le compteur indique désormais une vitesse maximale de 320 km/h. Les palettes au volant vous font alors de l'œil dans ce monde où le luxe domine. Cuir, logo AMG, incrusté finition irréprochable, on en viendrait presque à oublier l'essentiel. Sous le capot trône une pièce d'orfèvrerie avec un V8 de 585 chevaux signé par le mécanicien responsable de l'assemblage de votre moteur. Rendons-lui hommage en mettant le contact. Il est grand temps de lâcher le fauve sur son domaine naturel, la route. Alors cette classe E est une berline familiale au départ, qui permet de transporter des passagers dans un confort optimal. Et la différence avec cette E63 SAMG, c'est justement, comment dirais-je, sa façon de pouvoir se transformer en berline complètement dévergondée. Et pour ça, on a une touche spéciale, AMG, ici en bas, qui règle la voiture vraiment sur un setup extrême. Et on a des suspensions bien dures et une boîte de vitesse beaucoup plus réactive, pour un plaisir, on l'espère, maximum. Les routes enlacées des montagnes espagnoles sont idéales pour mettre à rude épreuve l'auto. Nous n'atteindrons pas ici la VMAX, mais le plaisir est ailleurs. Il est par exemple dans la sonorité de ce V8 qui nous colle au siège à chaque accélération. Celui-ci chante dans l'habitacle et s'exprime tout autant à l'extérieur. La E63 SAMG donne même l'impression de communiquer avec son conducteur. La belle ne se fait pas discrète et transmet de nombreux bruits. Attention, on ne parle pas d'un grillon dans la boîte à gants, mais de petits sons qui, tels des respirations provenant du moteur ou des freins, font que l'on fait corps avec l'auto et que l'on sait que tout va bien pour elle. Cette Mercedes y gagne une personnalité à laquelle on s'attache très vite. Pendant ce temps, le châssis s'attache pour sa part à la route. L'auto n'est pas prise en défaut, ne se dérobe jamais et est toujours prête à repartir à l'attaque en sortie de virage sans surprendre son pilote. On appréciera également l'endurance des freins céramiques qui, bien que sollicités tout au long de l'essai, ne nous ont jamais demandé à se reposer. La classe 63 SAMG, c'est aussi bien sûr une histoire de chiffres. Le V8 de 585 chevaux délivre 800 Nm de couple de 1750 à 5500 tours minute. Le 0 à 100 est abattu en 3 secondes 6 et la VMAX est bridée électroniquement à 250 km/h. Des atouts de supercar dans une berline ou encore plus fou dans sa déclinaison break. Et pour cela, il faudra débourser 121 800 € pour la version AMG ou 136 000 € pour notre SAMG. On passera sur la note d'essence et les quelques 30 litres au 100 que nous avons consommés. Mais pour qui peut en profiter, franchement, quel pied! Nous revenons dans un court instant avec l'essai de la Citroën DS3 Cabrio, de la Yamaha FZ8, le Citroën C4 Technospace et des infos sur le Mercedes Citan ainsi que les nouveaux moteurs de la Fiat 500L. A tout de suite. La Citroën DS3 enlève le haut et devient DS3 Cabrio. À l'essai immédiatement. En 2 ans et demi, Citroën a vendu près de 300 000 DS, tous modèles confondus. Mais la star de la gamme, c'est la DS3 qui représente tout de même 2/3 de ce volume. La marque chouchoute donc son modèle phare et lui offre une déclinaison découvrable avec la DS3 Cabrio. Sorte de descendante lointaine de la célèbre 2 chevaux à toit souple, cette version compte bien capitaliser sur ce qui a fait le succès de la DS3. Différencier une DS3 Cabrio de la version normale ne sera pas chose aisée au premier coup d'œil. À l'avant, on retrouve la large calandre noire surlignée sur toute sa longueur des chevrons chromés. Les feux diurnes à LED verticaux si caractéristiques sont bien sûr de la partie.
De profil, la ligne est conservée, tout comme les différentes associations de coloris entre le toit et la carrosserie, ainsi que les ailerons dits de requin sur le montant central. Il faudra observer en détail l'arrière pour débusquer cette DS3 Cabrio dans la circulation. Le coffre se voit nécessairement modifié et s'ouvre vers le haut avec une cinématique inédite. L'ouverture n'est pas très grande, mais le volume intérieur est exactement le même que dans la DS3 classique avec 245 litres. Si la capote est totalement abaissée, elle remonte automatiquement de quelques centimètres à l'ouverture du coffre, mais ne redescend par contre pas une fois le chargement terminé. L'autre nouveauté est esthétique avec des feux qui offrent un effet 3D grâce à un astucieux système de miroir. L'ensemble est chic et distinctif. À bord, hormis la teinte bleue de cuir qui est ici assortie à celle de la capote en toile, les spécificités de la Cabrio sont réduites. L'éclairage des cadrans du tableau de bord sont en blanc, le plafonnier avancé avec son éclairage à LED dispose d'un bouton pour la commande d'ouverture du toit, c'est sensiblement tout. La capote glisse simplement, ce qui a permis de conserver le dessin général de l'auto et de limiter les ajouts de renforts pour la rigidité de la structure. Comme sur la DS3, il est possible de choisir un coloris de capote différent de celui de la carrosserie. 2 trames de toile sont disponibles, une unie comme sur notre DS3 Cabrio et l'autre avec le logo DS. L'ouverture et la fermeture se font électriquement par un bouton dans le plafonnier jusqu'à 120 km/h en une quinzaine de secondes. Un déflecteur peut être déployé manuellement sur l'avant pour réduire les turbulences dans l'habitacle. Son effet est très sensible même pour les places avant. Revers de la médaille, il attrape un nombre impressionnant d'insectes en un rien de temps. Il n'est par contre pas nécessaire de le replier lorsqu'on ferme la capote et il se déploiera à nouveau automatiquement à l'ouverture suivante. À l'intérieur, ce qui frappe est l'isolation phonique très réussie capote fermée. Même sur autoroute, les bruits aérodynamiques sont maîtrisés. À la conduite, la DS3 Cabrio respecte la tenue de route connue sur la DS3. Motorisé par le 4 cylindres essence 1,6 litre turbo de 155 chevaux, on retrouve la vivacité du modèle lorsqu'on s'élance et sur les reprises. La boîte de vitesse n'est en rien contrariante, quelle que soit la conduite adoptée. Et la consistance de la direction permet de bien se placer selon le rythme et la qualité du revêtement. Cette Citroën s'adapte facilement à chaque style de conduite. On retrouve donc tout ce que l'on peut apprécier dans la DS3. Citroën devrait connaître un certain succès avec cette nouvelle version qui permet de prendre de bons bains de soleil à défaut de rouler cheveux au vent. Les irréductibles du diesel pourront se tourner vers le EHDI de 90 chevaux, mais la sonorité de ce moteur risque de ternir le tableau bucolique. Notons enfin que la DS3 Cabrio sera aussi disponible avec le nouveau 3 cylindres essence 1 litre de VTI de 82 chevaux. Fin de notre tour des marques françaises à Genève avec Citroën et le C4 Technospace. La première ligne directrice, c'était quand même de capitaliser sur le succès de l'actuel C4 Picasso, qui était longtemps leader du segment. On a gardé un certain nombre de traits de caractère qui lui étaient propres, notamment je pense aux espaces vitrés à l'arrière, qui s'enchaînent avec la lunette arrière, je pense également au pare-brise cielo, à toutes ces choses-là qui font de lui un véhicule vraiment hors norme sur le segment. Et après, le deuxième point fort qui a marqué un peu notre étude, c'est une recherche avec l'ingénierie pour trouver l'allègement du véhicule pour qu'il soit beaucoup plus efficace en termes de CO2. Il faut savoir que c'est quand même l'un des premiers véhicules qui sera à 98 grammes dans son segment, ce qui est un record. Il est sûr que la technologie à LED dans les projecteurs ou dans les feux arrière nous permet en fait un champ d'expression beaucoup plus grand qu'auparavant. Évidemment, cette signature lui donne je dirais un caractère tout particulier, sa singularité sur le marché. Il est quelque part unique et en même temps très high-tech. C'est-à-dire que ces LED ont un peu pour nous ce rôle du sourcil dans le visage. Et en dessous, vous avez les optiques liées au patch. Tout ça s'alignant avec beaucoup d'harmonie, je pense, et ça donne un caractère très fort au véhicule. On a travaillé une teinte anodisée
pour révéler au maximum les volumes. Et la teinte aussi un tout petit peu acidulée rapporte aussi une certaine énergie au véhicule. C'est un véhicule sur lequel on a mis toute notre énergie pour choisir les bons matériaux et apporter un soin très important jusque dans le moindre détail. Vous verrez les aérateurs et toute la façade centrale. Après, il y a la technologie qui fait de ce véhicule-là, à mon avis, un véhicule qui sera l'un des premiers à avoir une dalle 12 pouces au milieu de la planche de bord, avec un écran tactile 7 pouces pour pouvoir le contrôler. Pour l'intérieur du véhicule, on a traité plutôt l'idée de loft, de lounge, d'espace vraiment intérieur, de l'habitat, à travers des matériaux basés plutôt sur des choses naturelles. Le cuir qu'on a mis à l'intérieur, c'est un cuir aniline pratiquement pas traité, qui a une teinte justement très naturelle. On l'a associé par contre avec un textile microfibre qui lui est issu d'une filière de recyclage. Il est basé sur des fibres recyclées, donc ça nous intéresse aussi du côté naturel. Lorsque les stylistes ont commencé le programme sur la plateforme EMP2, le principal apport de cette plateforme pour nous d'un point de vue style était la réduction des porte-à-faux à l'avant et à l'arrière, ce qui a permis de donner énormément de dynamisme au véhicule. Les roues paraissent être de 4 coins, le véhicule paraît posé sur la route et il dégage une impression de force, de puissance qui est unique dans ce segment. Tout ça a été accompagné d'un modelé ou d'un volume très pur, très simple, sculpté en même temps, qui préfigure en quelque sorte ce que nous sommes en train de préparer pour la gamme Citroën. La Fiat 500L gonfle son offre moteur. Des nouveautés à découvrir sans attendre. Picture tells a story, so they say. Eh bien, Fiat fait son festival sous le capot de sa star 500L, puisqu'elle présente ici, à Cannes, 2 nouveaux moteurs, un Multijet 2 et un Essence Twin Air. Alors, pour parler de sa future carrière, ici en France, eh bien, nous nous sommes entretenus avec Patrice Duclos, le directeur en France de la marque. On l'a lancé dans un contexte de marché difficile. Mais depuis le mois d'octobre, mi-octobre, on a lancé la voiture jusqu'à maintenant le mois de février. On est à peu près à 8% de part de segment en France, ce qui pour nous est l'objectif à atteindre en attendant l'arrivée des nouvelles motorisations qu'on découvre aujourd'hui. Alors pour 60% de nos clients constatés depuis le lancement, avec le retour qu'on a au travers de notre réseau, c'est de la conquête. C'est un objectif qu'on s'était fixé, de pouvoir avec cette voiture conquérir. Le reste, ce sont des gens de l'univers Fiat, mais pas uniquement, souvent de l'univers des marques italiennes. Très peu de nos clients 500 basculent sur de la 500L. On le savait aussi, le besoin du client 500 n'est pas le même besoin que le client 500L, même si évidemment des ponts peuvent se faire en fonction des évolutions de la famille des uns et des autres. Mais bon, principalement, on a des origines d'acheteurs qui viennent du segment B, donc Punto en ce qui nous concerne, également de chez Lancia avec la Musa. Les 2 nouveautés d'importance sur la Fiat 500L sont l'arrivée des moteurs Twin Air turbo de 900 cm3 et Multijet 1,6 litre de 105 chevaux chacun. Quelles sont les ambitions de Fiat avec ces motorisations ? On attend à peu près 40% du mix des ventes en année pleine, dont presque 30% pour la version diesel. Donc effectivement, c'est une part importante du volume que nous attendons avec ces 2 nouveaux moteurs. En ce qui concerne le Twin Air 105, on va le retrouver assez rapidement d'ici la fin de l'année 2013 sur la Fiat 500. Donc c'est pour nous une déclinaison un petit peu plus péchue du moteur essence qui existe déjà dans la gamme, qui est un 1400 100 chevaux sur la Fiat 500. Et en ce qui concerne le diesel, sur une disponibilité immédiate dans d'autres modèles existants, ce n'est pas prévu. C'est un moteur qui viendra équiper des modèles futurs qui sortiront vraisemblablement fin 2014. Ces nouveautés visant de meilleurs rendements énergétiques amènent à se demander sur quelles autres pistes travaille Fiat. L'électrique est quelque chose qui existe aujourd'hui chez Fiat. On a lancé une Fiat 500 aux États-Unis toute électrique en Californie. Donc c'est une technologie qui, dans l'absolu, serait disponible. Maintenant, sur le marché européen, l'électrique et même l'hybride ne représentent que très peu de volume. Et on a énormément de choses encore à aller chercher en termes de progression technologique au travers des moteurs thermiques. Principalement sur les essences, parce que les diesels ont beaucoup évolué ces dernières années et on arrive aujourd'hui à des niveaux d'émissions qui sont déjà très faibles par rapport au rendement. Donc notre stratégie, nous, c'est de donner aux clients une technologie immédiatement disponible, fiable et qui répond aux besoins. Aujourd'hui, l'électrique, au-delà de l'aspect marketing des choses, il ne répond pas encore aux besoins d'autonomie, aux besoins de mobilité, de tranquillité d'esprit pour l'utilisateur.
Donc c'est pour ça qu'on continue à travailler nos moteurs thermiques comme vous le disiez, ce qui fait de nous quand même pour la 5e année consécutive la marque qui émet le moins de CO2 en Europe. Donc quelque part on pourrait considérer qu'on a raison d'insister dans cette voie-là. Deuxième essai de roue avec la Yamaha FZ8. Si la Yamaha FZ8 se maintient toujours dans le top 10 des ventes en France, une mise à jour devenait nécessaire pour lui permettre de tenir tête à ses concurrentes, Kawasaki Z800 en tête. La FZ8 se retrouve maintenant face à une concurrente de même cylindrée avec de nouveaux arguments en termes d'équipement, de partie cycle et donc de moteur. Pour le millésime 2013, la Yamaha FZ8 conserve ses lignes. Les modifications portent sur le silencieux, les cabochons des clignotants et la selle pour un meilleur confort. Ainsi, le profil gauche de la machine est identique au modèle apparu en 2010. Le droit ne diffère que par la pose d'un nouveau silencieux, moins disgracieux que l'ancien. La cartouche est toujours noire, mais cylindrique. L'embout comme la protection à sa base sont maintenant de couleur alu, ce qui allège très nettement son design. Pour le reste, rien ne change. On retrouve le large réservoir au style très travaillé qui se maintient parfaitement avec les jambes, un phare plongeant, surmonté d'un feu de position tel un diadème, et un petit saut de vent soigné mais totalement inefficace. À l'arrière, le feu avec ses LED donne toujours une impression de profondeur très remarquée. Sur notre coloris, Race Blue, on remarque inévitablement les jantes bleues, la culasse bleue et le petit liseré de la même teinte sur la coque arrière et sur le saut de vent. Enfin, la selle est identique en dehors du revêtement et de sa consistance pour un meilleur confort d'assise. La finition est toujours très bonne, en dehors des fils apparents, juste au-dessus du tube de fourche droit. Concernant les modifications techniques, Denis Bouan va nous en dire plus. Globalement, en fait, ça a été surtout sur le châssis, le réglage des suspensions. Donc, ils ont mis à l'avant un réglage de compression et de détente hydraulique et une précharge des ressorts. Donc voilà, et sur l'arrière, on a une détente hydraulique plus aussi une précharge de ressort. Donc ça permet d'avoir une moto soit souple et confortable ou de passer, dériver vers une moto plus racing, un peu plus ferme. Voilà, en utilisant tout ce qui est hydraulique et ressort. Ces éléments de suspension sont censés améliorer le ressenti et le dynamisme de la machine, ainsi que la garde au sol en variant moins au passage d'une compression en courbe par exemple. À la conduite, on gagne très sensiblement sur le confort et l'agrément. Les mouvements de compression et de détente de l'arrière sont nettement retenus, ce qui permet de mieux profiter de la FZ8 lorsque le revêtement n'est pas parfait. Le confort s'améliore aussi nettement avec une meilleure absorption des irrégularités. Le guidage est toujours très correct et on apprécie le gain en qualité sur les phases de freinage. On retrouve, comme sur la précédente FZ8, un moteur disponible dès 2000 tours minute qui ne rechigne pas à monter en régime jusqu'à la zone rouge, en offrant au passage une nouvelle sonorité avec cet échappement modifié. Moins feutrée en bas, elle se montre plus métallique et racing à haut régime pour une conduite plus sportive. La Yamaha FZ8 2013 dispose d'un amortissement moins souple et surtout réglable pour mieux s'ajuster aux préférences de chacun. Face à la Kawasaki Z800, la Yamaha FZ8 dispose d'un atout prix puisqu'elle s'affiche à 8 399 €, soit 500 € de moins que la Z800. Un écart qui vous paye presque l'ABS affiché à 600 €. Reste à voir laquelle gagnera votre cœur niveau design.
nous avons profité de cet essai pour demander à Denis Bouhan comment était préparé son modèle pour le Mototour. Donc j'avais mis un amortisseur Öhlins derrière et une fourche Öhlins, enfin les cartouches Öhlins devant. Donc moi ça me permettait justement de vraiment adapter la moto à ce que je voulais. Selon le Mototour, c'est une course où on a du circuit, des routes bosselées, donc ça me permettait d'ajuster ma moto à ce que je voulais faire. J'avais mis des platines pour avoir un peu plus de garde au sol. Un silencieux pour gagner un petit peu de poids. Voilà, des durites aviation pour avoir un freinage un peu plus constant, plus stable. Et une petite bulle aussi pour le confort, hein, parce que bon, ça fait quand même quelques kilomètres le Mototour. Et une grille de radiateur pour les projections des petits cailloux qui peuvent te laisser sur place si tu crèves. Voilà. L'utilitaire de l'étoile, c'est le Mercedes Citane que nous découvrons avec vous sur Terre d'Asphalte. Petite leçon de géométrie. Comment transformer un losange en étoile à 3 branches? La réponse ne se donne pas en 2 temps 3 mouvements, mais en 6 temps. En Mercedes Citane, ou Citane plus précisément. Le nouvel utilitaire de Mercedes est en effet issu d'une collaboration entre la marque allemande et le français Renault. Le Citane ainsi rebadgé cache des dessous de Kangoo. Mais ces 2 véhicules sont-ils seulement différents de par leur calandre? Alors le Mercedes Citane est basé sur le Kangoo puisqu'il est issu du partenariat entre Daimler et Renault. Par contre, on a amélioré le Kangoo qui est une base saine en changeant les suspensions, donc un toucher de route plus typé Mercedes, des suspensions plus fermes qui prennent moins de roulis, plus adaptées à la charge également. On améliore également le confort intérieur puisqu'on a changé les sièges pour des sièges beaucoup plus fermes et plus confortables à la fois. Et nous avons amélioré l'insonorisation du véhicule. On peut bien sûr se demander pourquoi la marque vient sur ce marché. Mercedes a investi un segment sur lequel il a toujours été absent, le segment des fourgonnettes. Donc c'est un segment qui est très stratégique pour la marque puisque nos clients voulaient avoir un véhicule de cette gamme Mercedes. Nos clients qui ont des Vito et des Sprinters ne pouvaient pas acheter un véhicule de la marque Mercedes dans le segment des fourgonnettes de livraison urbaine, on va dire. Et en plus de ça, c'est un segment assez stratégique également pour les versions transport de personnes. À la manière des Ludospace, le Citane existe en effet en version équipée d'une banquette arrière, pouvant recevoir aussi bien 3 adultes que des sièges bébés. Cousin proche du Kangoo, le Mercedes a-t-il cependant une autre cible en vue? Alors, le concurrent visé est le Volkswagen Caddy, puisque ce segment-là est très encombré dans le milieu de gamme par les généralistes, mais clairement, le Mercedes Citane fait partie des fourgonnettes et des Ludospace haut de gamme, donc le concurrent et les parts de marché visées sont celles du Caddy. Le Citane utilitaire et le Citane Combi sont pour l'instant distribués exclusivement dans le réseau Mercedes-Benz utilitaire. Par contre, nous sommes en discussion pour également proposer le Citane Combi dans nos points de vente du réseau Mercedes véhicules particuliers. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de Terre d'Asphalte sur Motors TV.